L'ABM ou Account-Based Marketing est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans le podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account-Based Marketing et du marketing B2B proposé par l'agence Winbond. La première chose à comprendre, c'est que l'ABM, c'est pas une tactique, c'est une stratégie. Donc, il faut que ça soit aligné avec les objectifs commerciaux. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre le temps d'analyser son pipeline en profondeur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons traverser l'Atlantique en direction du Canada pour revenir sur une success story avec le cas de LocalLogic. LocalLogic est une plateforme d'intelligence géographique offrant des données pour prendre les bonnes décisions avec une clarté inégalée et des informations exploitables pour créer des villes plus durables et plus équitables. Avec plus de 75 milliards de points de données uniques, le plus grand ensemble de données de localisation unique aux États-Unis et au Canada, la plateforme est capable de créer un jumeau numérique des villes, quantifiant ainsi le monde bâti et offrant des analyses prédictives et précises pour informer le présent et l'avenir de plus de 250 millions d'adresses individuelles. Et quand il s'agit d'aller chercher des nouveaux clients, que ce soit dans le monde du privé ou du public, et en particulier des grands comptes, il faut mettre en place la bonne approche. C'est pour ça que Max Leblond, VP Marketing de LocalLogic, nous dévoile les coulisses d'une bonne stratégie d'ABM. ABM Experience, épisode 18, c'est parti. Bonjour Max, merci de te joindre à nous pour cet épisode d'ABM Experience. Tu es VP Marketing chez LocalLogic et avant de parler d'ABM, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton entreprise et ton travail? Qui es-tu et que fais-tu? Alors, salut Julien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici et de partager cette conversation sur l'ABM. Alors, pour commencer, LocalLogic, c'est une entreprise spécialisée en intelligence géospatiale basée à Montréal, au Canada. Et notre mission, finalement, c'est d'aider les gens à prendre des décisions immobilières plus éclairées. Donc, en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on traite et qu'on normalise une quantité énorme de données de localisation, donc plus de 100 milliards de points de données, pour offrir une image complète de n'importe quelle adresse aux États-Unis et au Canada. Et donc, en fait, LocalLogic, c'est un peu comme un ami super informé qui connaît tout sur chaque quartier et qui t'aide à prendre la meilleure décision sur où vivre et où investir. D'accord. Et tu t'adresses donc pas forcément à des particuliers, mais plutôt à des professionnels. Qui sont tes clients? À qui tu vends? Alors, c'est une bonne question parce qu'on est principalement B2B2C dans le sens où on va vendre nos services à des courtiers immobiliers. Donc, par exemple, nos solutions, elles sont disponibles sur plus de 8000 sites web. Mais elles sont utilisées par 15 millions d'utilisateurs qui sont les individus qui cherchent des maisons. Donc, la valeur qu'on vend, c'est principalement de l'engagement à ces courtiers. Puis après, il y a la valeur pour la personne qui cherche un bien, qui essaie de mieux comprendre un quartier. Puis on vend aussi aux villes, aux gouvernements locaux, qui essaie de comprendre, par exemple au Québec, on a aidé avec le nouvel hôpital à Gatineau, à côté d'Ottawa justement. Ils regardaient plusieurs endroits où potentiellement bâtir ce nouvel hôpital, et nous on les aide à comprendre les dynamiques de chaque quartier et où construire. Et puis après pareil avec les promoteurs immobiliers évidemment. Donc on a des clients dans le milieu plutôt commercial qui vont vouloir analyser 5000 lieux très rapidement pour comprendre où bâtir et quoi bâtir. D'accord. Donc, tu t'adresses à la fois à des grands comptes dans le domaine public, collectivités territoriales, provinces, gouvernement, C'est ça. et également à des entreprises privées, donc courtiers immobiliers, agences immobilières, professionnels de la construction notamment, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Ok. Donc aujourd'hui, toi, je le disais en introduction, tu es VP Marketing. Comment est structurée ton équipe marketing? Alors notre équipe marketing, elle est structurée pour simplifier les choses, en 5 pôles principaux. C'est super interconnecté évidemment parce qu'on est en 2024 et c'est comme ça que tout fonctionne. Et puis ça nous permet de rester agile et de réagir rapidement. Un peu comme on est une startup, c'est important pour nous. Donc puis il y a pas d'ordre principal, mais donc il y a le pôle croissance. Donc ça englobe le développement des affaires et la génération de demandes. Donc c'est un pôle crucial parce que c'est ce qui pilote un peu les initiatives qui augmentent notre portée, notre impact sur le marché. Donc en attirant et en engageant de nouveaux clients.
On a le pôle marque qui comprend la création de contenu, les relations publiques, nos efforts créatifs, donc design graphique, production vidéo, etc. On a le pôle opération qui est super important parce que c'est donc opération de revenus, CRM, workflow, etc. Donc ça, c'est un peu le cœur de notre efficacité opérationnelle. On a le pôle marketing produit qui se concentre sur le positionnement de nos produits et services. Et puis comme on en parlait juste avant, c'est vrai qu'on a beaucoup de cibles qui sont très différentes, qui ont besoin de comprendre les choses de manière différente. Donc c'est sûr que on travaille beaucoup sur le positionnement et on travaille avec l'équipe de développement aussi pour s'assurer que notre offre réponde aux besoins du marché, puis qu'elle soit communiquée de la bonne manière. Mais encore une fois, on collabore tous étroitement les uns avec les autres. Donc. En matière d'ABM, d'Account-Based Marketing, quelle est ta stratégie, quelle est ton approche? Comment tu travailles en matière d'ABM? Est-ce que c'est toi qui pilotes la stratégie ou est-ce que tu délègues à tes équipes? C'est moi qui pilote. C'est un travail c'est très fluide parce que ça touche vraiment. C'est une stratégie globale et fondamentale dans notre compagnie. Et puis c'est aussi parce que encore une fois, la spécificité de notre marché fait que la taille du marché est limitée. Donc pour nous, c'était vraiment de commencer par différencier le TAM, donc Total Addressable Market, le SAM, Serviceable Available Market, et le SOM, qui est Serviceable Obtainable Market. Et notre SOM, donc les gens à qui on peut, les compagnies à qui on peut vendre vraiment, c'est limité. Ce qui signifie que pour atteindre nos objectifs de croissance, on doit adopter une approche stratégique et ciblée. Donc pour nous, l'ABM, c'est pas juste une question d'optimisation pour un compte spécifique, c'est quasiment une sorte d'ingénierie inversée. C'est un peu un anglicisme, mais bon, on va faire avec. On analyse donc comment certaines transactions se sont concrétisées, qu'est-ce qui a rendu une entreprise parfaite pour nos solutions, le cycle de vente idéal. Puis à partir de là, on cherche à comprendre comment on peut reproduire ces succès, comment on peut attirer plus de clients parfaits. Donc l'ABM, pour nous, c'est une conversation vraiment continue qui implique une collaboration vraiment étroite entre les équipes marketing et vente pour identifier les comptes les plus stratégiques, comprendre leurs besoins spécifiques et adapter notre approche pour répondre de manière personnalisée. Est-ce que tu es en mesure de nous présenter à la fois des défis que tu as pu rencontrer, mais également peut-être des bonnes pratiques, des résultats? Je ne sais pas si tu as quelques chiffres clés à partager, par exemple. Alors pour les défis, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses. Je dirais que la première chose, et je pense que c'est le défi principal pour la majorité des entreprises, c'est la scalabilité, je ne sais pas trop le terme, mais donc c'est comment offrir un service personnalisé haut de gamme à un grand nombre de comptes. Et c'est super complexe. Donc il faut des systèmes capables de gérer cette personnalisation de manière efficace et à grande échelle. Le deuxième défi, c'est ce qu'on appelle le clustering, donc le regroupement de comptes similaires. Donc, pour être efficace, il faut regrouper les comptes qui ont des besoins similaires. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire en amont. Puis ça nous aide à personnaliser nos actions tout en restant efficace. Mais donc, encore une fois, il faut une analyse précise pour que cette méthode fonctionne bien. Puis après, la troisième chose, c'est aussi l'adhésion interne, parce que ça peut être très difficile de convaincre notre équipe que cibler moins de comptes, mais de manière plus approfondie, c'est bénéfique. Donc, au lieu de dire, on va avoir un énorme volume de leads, non, on va plutôt en avoir moins, mais qui seront meilleurs. Et donc, finalement, c'est défi, ça demande des ajustements constants. Mais c'est sûr que nous, on a j'ai pas de chiffres exacts parce que encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait constamment, mais j'ai un cas très très concret duquel je peux parler. Donc c'est un exemple qui s'est produit il y a 1 ou 2 semaines. On a effectué une recherche inversée pour identifier des entreprises qui utilisaient un concurrent. Puis on a lancé une campagne outbound. Et suite à ça, on a une entreprise qui est revenue sur notre site et grâce à Qualified, qui est un nouvel outil dont je peux parler un peu plus tard, le responsable du compte, il a reçu une notification, et il a été en mesure d'engager la conversation immédiatement avec eux. Donc, on a réservé une démo, on savait très bien, on avait vraiment toute la campagne qui était prête, donc on savait exactement
de quoi leur parler, comment leur parler, etc. Et 3 semaines plus tard, ils ont signé. D'accord. Donc, c'est vrai que pour nous, ça s'est passé il y a 2 semaines. Et comment est-ce que l'ABM a évolué chez Localogic depuis ton arrivée? Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous avez plus de process, plus de structuration? Est-ce que les gens savent mieux ce que c'est? Est-ce qu'ils savaient déjà ce que c'était avant? Alors, je dirais que donc déjà depuis que je suis arrivé, donc ça fait à peu près 3 ans que je suis ici, et ça a vraiment évolué très rapidement et très naturellement parce que en Amérique du Nord, il y a quand même eu un climat économique difficile. Et le marché immobilier s'est vraiment contracté. Donc, nos anciennes méthodes, elles étaient plus tenables. Et je pense que rapidement, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait être plus focus, plus concentré, sachant qu'on sait qu'en moyenne, en B2B, tu as à peu près 5% de ton marché cible qui est activement en train d'acheter. Donc nous, c'était encore moins que ça. Donc ça veut dire que les cycles de vente se sont rallongés et le nombre de leads a diminué. Donc encore une fois, on a réagi très rapidement et on n'avait pas forcément de terme au début. C'était pas vraiment ABM ou c'est juste quelque chose qui s'est fait naturellement. Et donc il fallait augmenter notre taux de conversion. Et donc pour ça, ça a été ce qu'on a fait, c'est juste on a impliqué une coordination plus serrée avec l'équipe de vente. Encore une fois, pour s'assurer que chaque interaction avec un client potentiel soit plus ciblée et plus efficace. Et puis c'est ça. Et maintenant, c'est ça. Chaque année, on commence, avant même le début de l'année, on fait la liste des comptes vraiment, et on crée tous les filtres, tous les segments. Et puis c'est quelque chose de très stratégique. Maintenant, même notre conseil d'administration est au courant qu'on fait de l'ABM. Ouais. D'accord. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, vous avez fait de l'ABM un peu sans le savoir et après, vous vous êtes professionnalisé, hein, si je comprends bien. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui avoir des méthodes vraiment très claires et très structurées. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et tu parlais à l'instant du processus de sélection des comptes clés, des comptes cibles. Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots? Comment est-ce que tu fais pour choisir les comptes que tu vas attaquer, entre guillemets, avec l'ABM? Alors, on utilise plusieurs filtres pour identifier les entreprises qui correspondent le mieux à nos critères stratégiques. Donc, d'un côté, on va cibler des entreprises plus petites qui disposent de budgets moindres, mais dont les cycles de vente sont bien plus courts. Et puis, donc, on va créer des campagnes pour ce segment. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les whales, les comptes super stratégiques qui peuvent potentiellement représenter des millions de dollars de revenus, mais dont les cycles de vente sont beaucoup plus longs. Donc, ça peut durer des mois, voire des années. Donc, pour ces comptes-là, cette sélection, elle se fait vraiment avec le PDG, directeur financier, directrice des ventes. Et la décision de cibler les comptes et le ratio entre les deux segments, si tu veux, ça se fait un peu en fonction de nos objectifs commerciaux. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a besoin de la réalité du marché? Donc, c'est ça, le processus de sélection, il est dynamique. On l'ajuste constamment, mais parce qu'on doit rester flexible, et je pense que c'est très important dans l'ABM, c'est de rester flexible et de comprendre que même si il y a un segment qu'on veut attirer, la réalité des chiffres peut être très différente. Et donc c'est ça. Donc on est en constante évolution par rapport à cela. Surtout que votre marché, on parle évidemment beaucoup du Québec parce que tu es installé à Montréal, mais en réalité, votre marché, il est global sur l'Amérique du Nord, hein, si je me trompe pas. Exactement, c'est ça. Donc c'est ça. Les 8000 sites sur lesquels on est, si tu veux, c'est États-Unis et Canada. Est-ce que tu utilises des indicateurs de performance spécifiques qui permettent de mesurer si une stratégie ABM est plus efficace qu'une autre, ce qui permet justement, tu le disais à l'instant, de pivoter et de s'ajuster? Alors oui, et puis c'est quelque chose qu'on a bâti au fur et à mesure du temps, parce que c'est vrai que les KPIs que tu peux utiliser traditionnellement dans le marketing sont pas forcément adaptés à l'ABM. Donc, je dirais que le premier qu'on utilise, c'est le pipeline influencé. Donc, c'est un indicateur pour mesurer si nos stratégies ont influencé un compte cible. Donc, si le compte est influencé, ça veut dire que la campagne fonctionne. Et puis, ça aide à éviter de construire des modèles complexes, et ça permet de réviser notre stratégie pour déterminer les canaux qui ne contribuent pas efficacement. Après, il y a la couverture des comptes cibles. Donc, c'est important de s'assurer qu'on cible les bons comptes et les bonnes personnes au sein de ces comptes. Donc ça, ce KPI, ça permet de suivre nos métriques de couverture pour s'assurer qu'on atteigne les bonnes personnes. Et donc, on évalue le KPI en examinant le nombre de contacts dans chaque compte, le pourcentage de ces contacts qui ont interagi avec nous et la croissance de notre liste de contacts dans chaque compte. Puis après, il y a
la longueur du cycle de vente. Ça, c'est plus classique, mais ça reste très, très pertinent parce qu'encore une fois, on veut cibler certains canaux qui, même si on a généré X millions de revenus, peut-être que la vitesse fait que on devrait plutôt se concentrer sur l'autre, même si le résultat final est moindre, parce que tu peux en faire plus. D'accord. Donc c'est vitesse du pipeline, longueur du cycle de vente. Puis après, évidemment, tu as retour sur investissement, c'est comprendre, parce que l'ABM peut être très cher. C'est très facile de se perdre là-dedans. Et donc, c'est encore une fois mesurer tout ça et puis être capable de s'adapter. Ouais. Dans ton budget marketing, d'ailleurs, je vais pas te demander des chiffres, je te rassure, mais est-ce que tu as un budget à part consacré vraiment à l'ABM ou est-ce qu'il est un peu noyé, mélangé dans ton budget marketing global? Il est noyé dedans parce que je voulais pas créer un silo entre guillemets pour séparer pour l'ABM. Pour moi, c'était l'ABM, c'est le cœur de ce qu'on fait et ça va être intégré à tous nos processus. D'accord. Et tu parlais des KPI à l'instant, des indicateurs de performance. J'imagine que l'équipe commerciale est également impliquée dans la démarche. Comment est-ce que tu collabores, toi, avec tes équipes de vente? Et comment est-ce que vous faites la jointure entre le marketing et le commercial? Parce qu'on sait que c'est hyper important en matière de collaboration pour l'ABM. Complètement. Je pense qu'il se passe pas une journée sans que je parle à l'équipe de vente. Et puis, comme tu le dis, la communication quotidienne, c'est crucial pour s'assurer qu'on soit aligné. Donc, on a aussi une réunion hebdomadaire qui est dédiée à raffiner notre stratégie pour certains comptes cibles. Et donc, la réunion, elle inclut évidemment équipe de vente et marketing, comme tu dis, on doit être aligné, mais aussi équipe produit, ingénierie, etc. Et ça permet de garantir que notre approche est cohérente à travers toutes les dimensions de l'entreprise. Et ça veut dire que peut-être qu'on va devoir prioriser quelque chose sur notre roadmap qui était peut-être pour 6 mois, mais finalement, il y a un compte très stratégique qu'on doit attirer maintenant. Et puis c'est ça. Donc, quand un compte atteint un certain stade dans le cycle de vente, là, le service devient très, très personnalisé. Donc, vraiment, encore une fois, c'est la collaboration augmente encore plus. Parce qu'il faut être très rapide dans notre réaction. Donc, on doit être prêt à ajuster nos tactiques, notre communication en fonction des retours et des besoins spécifiques du client. Et tout ça, ça vient de l'équipe de vente. D'accord. Donc, la collaboration étroite entre vente et marketing, c'est fondamental pour le succès de notre ABM, c'est sûr. D'accord. Et est-ce que tu peux partager des exemples, je sais pas, de campagnes, par exemple, nous expliquer un peu la mécanique des campagnes qui permettent d'influencer certains clients? C'est quoi? C'est de la création de contenu, de la publicité LinkedIn, du contact en direct? Quels sont les leviers que vous utilisez? C'est ça, c'est un peu un mélange de tout. C'est, je pense, un peu à notre tech stack parce que ça va te donner une idée de ce qu'on fait. Donc, évidemment, t'as le contenu qui est très personnalisé, mais donc tout est connecté nous à Salesforce, donc et Pardot qu'on utilise pour l'automatisation du marketing. Et l'idée, c'est vraiment de gérer toutes nos interactions à travers ça. Et c'est vraiment la bible pour tout à l'interne. Puis après, on va utiliser LinkedIn Sales Navigator, qui est crucial pour nos activités outbound. Donc, pour identifier les bonnes personnes, contacter les bonnes personnes, à contacter dans les entreprises cibles. Et pour la collecte d'informations sur les prospects. On utilise Apollo, qui va compléter les fonctionnalités de LinkedIn pour en enrichissant les données qu'on y collecte. D'accord. Donc, ça fournit les numéros de téléphone, les emails, etc. Parce que si t'as pas tout ça, ta campagne, ça va pas fonctionner. Donc, même si ton contenu est très bon, si t'es pas capable de le partager, ça va pas fonctionner. Et puis, donc, comme j'en parlais un peu avant, on a une solution qui s'appelle Qualified maintenant, qui c'est une solution qui, en fait, ça permet d'identifier les visiteurs individuels sur notre site. Donc, s'ils sont déjà dans une campagne ou non. Donc, ça permet vraiment de réagir très rapidement et de comprendre leur intention, de voir combien de fois ils viennent et d'interagir directement avec eux. Et puis, c'est juste pour être plus proactif. Donc, encore une fois, c'est ça. On fait tout ce travail pour attirer ces compagnies. Mais une fois qu'ils sont sur notre site, par exemple, il faut être capable d'agir très rapidement et c'est un outil qui nous permet de faire ça. Mais derrière, évidemment, oui, il y a du contenu très, très personnalisé, des pubs,
c'est ce qu'on fait généralement en premier, c'est quand on crée les clusters dont je parlais tout à l'heure. On va créer ces listes de comptes, on va lancer des pubs, histoire qu'ils sachent qui on est avant qu'on leur envoie des messages, etc. Ouais. Et est-ce que tu travailles avec un système de scoring pour mesurer la propension d'un client potentiel à acheter ta solution et te dire, bah voilà, l'équipe vente, au moins vous vous concentrez sur ce client en particulier parce qu'il a un score plus élevé qu'un autre, par exemple? Alors oui et non, dans le sens où c'est pas du lead scoring comme on l'imagine ou comme ça l'était il y a quelques années, parce que je pense que il y avait un problème fondamental avec le lead scoring, c'est que c'était nous les marketeurs qui on essayait de deviner ce qui était important. Et le problème, c'est que de dire télécharger deux études de cas et aller sur le site 3 fois égale demander un rendez-vous pour une démo, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc c'est comprendre l'intention. Et c'est pour ça que maintenant on a Qualified, justement, parce que ça te donne un degré. Donc en fonction du nombre de contacts, les pages sur lesquelles ils sont allés, tout est fait automatiquement. Et c'est ça vraiment qu'on utilise maintenant pour vraiment comprendre si un compte est prêt à discuter avec nous. Alors, en début d'entretien, tu nous as présenté rapidement ton équipe marketing. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si votre ABM est internalisé avec tes équipes, ou est-ce que tu travailles également avec des agences tierces pour différents sujets techniques ou marketing? On travaille, tout est internalisé. Ok. Encore une fois, c'est parce que l'ABM, surtout dans le milieu d'une startup, c'est une question de vélocité. Donc, il faut être très rapide, et travailler avec une agence, ça a tendance à te ralentir. Et aussi parce que vous aviez la connaissance, j'imagine, en interne. Exactement. Vous maîtrisiez le sujet, donc vous n'aviez pas forcément besoin d'un consultant ou d'un expert qui vienne vous expliquer. Ouais, c'est exactement ça. C'est une industrie assez spécifique. Moi, je viens pas du tout de cette industrie, mais on a des gens à l'interne qui sont capables de vraiment nous aider à comprendre. Donc, la directrice des ventes, ça fait 30 ans qu'elle est dans l'industrie. Okay. Donc, on essaie si on peut lui vendre quelque chose à elle, on peut vendre à notre public cible. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors, quand on a préparé cette émission, Max, tu parlais de l'organisation de masterclass, qui sont des événements en ligne qui regroupent entre 500 et 1000 personnes. Tu peux nous en dire deux mots et nous expliquer surtout comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Alors, ouais, super bonne question. Donc, chaque mois, en gros, on choisit un terme pertinent. Donc, encore une fois, c'est très startup, parce que ça peut changer. On peut pas faire un calendrier un an à l'avance. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde les infos, on voit ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent constamment. On choisit un thème pertinent qui suscite de l'intérêt dans l'industrie immobilière, et puis on invite entre 4 et 5 panélistes. Donc, ça peut être des clients, des prospects ou des influenceurs reconnus dans notre industrie. Et l'idée, c'est vraiment pas du tout de vendre nos produits. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une copromotion de ces événements. Donc, ça permet le succès. Donc, les panélistes qui doivent faire ça chacun dans leur entreprise. Et puis, donc avec tout ça, en fait, on atteint plusieurs objectifs. Donc, évidemment, il y a la génération de prospects, toujours important. Donc, ça attire comme tu as dit, des centaines de nouveaux prospects chaque mois. Il y a l'engagement des clients et des prospects, parce que donc nos masterclass, elles permettent de créer des interactions super importantes et de renforcer les relations avec des discussions de haute qualité qui sont pertinentes pour leurs entreprises. C'est bon pour notre image de marque, parce qu'on est associé à des experts de l'industrie et à des sujets d'actualité. Et puis, c'est un engagement continu du pipeline. Donc, les invitations régulières à ces masterclass, ça maintient un pipeline engagé. Je sais qu'on rêve tous, 10, 15, 20 000 personnes dans notre mailing list, c'est très bien, mais c'est quoi ton open rate, etc. Donc là, ça nous permet vraiment de garder un engagement, et on voit qu'il y en a beaucoup de clients qui, avant de devenir clients, ils se sont enregistrés pour 4 ou 5 masterclass avant ça. Pardon, quelle différence tu fais entre une masterclass et un webinaire? C'est quoi? C'est un webinaire premium non promotionnel?
c'est moins promotionnel. C'est pas, pour moi, un webinaire, c'est comment faire quelque chose. C'est plus, Ouais. nous, c'est pas ce qu'on appelle infomercial ou c'est pas du tout ça. C'est vraiment des experts qui parlent d'un sujet qui est très important et que l'industrie doit comprendre. Et c'est plutôt ça. Et puis après, c'est vrai qu'on a joué avec l'image masterclass qui existe, qui existe en Amérique du Nord. Puis c'est ça. Il y avait je pense que c'était aussi pendant la pandémie où il y avait énormément, énormément de webinaires. Il fallait un peu dire, ok, comment on va se démarquer de tout ça. Mhm. Donc on a fait le choix. On a essayé de voir si ça prenait et ça a très bien pris. Donc c'est ça. Quel conseil pratique est-ce que tu pourrais donner, Max, aux entreprises qui nous écoutent et qui débutent avec l'ABM, qui se posent des questions, qui savent pas forcément si elles font des choses, si elles le font bien, ou qui savent pas forcément par où commencer? Quel conseil pratique basé sur ton expérience tu pourrais partager? Alors, je pense que la première chose à comprendre, c'est que l'ABM, c'est pas une tactique, c'est une stratégie. Donc il faut que ce soit aligné avec les objectifs commerciaux. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le temps d'analyser son pipeline en profondeur. Il faut être critique envers les comptes actuels. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que c'était beaucoup plus élevé le montant de la transaction, mais si ça a pris 2 ans, est-ce que c'est le meilleur compte à engager? Pas forcément. Mhm. Donc faut examiner les comptes avec lesquels vous avez eu du succès par le passé, c'est trouver les bonnes métriques. Moi j'aime bien utiliser le pipeline velocity parce que ça regarde plusieurs éléments, donc le montant total, mais aussi la durée du cycle de vente. Donc bref, beaucoup de choses différentes. Donc ça c'est important. La deuxième chose, et je pense que c'est très important, c'est que c'est pas nécessaire de commencer avec un arsenal complet d'outils sophistiqués qui coûtent super cher. L'ABM, ça peut être très efficace avec des moyens simples. L'important, c'est vraiment, encore une fois, de comprendre les besoins et les comportements des comptes cibles. Puis la troisième chose, c'est de mettre en place les processus pour tester, mesurer, itérer. Donc, commencer avec des tests à petite échelle, mesurer l'efficacité et ajuster l'approche en fonction des résultats. Et puis, parce que l'itération, c'est clé dans l'ABM, parce que c'est ça, chaque campagne va offrir des enseignements différents. Donc c'est ça. Pour moi, c'est même avec des ressources limitées, on peut faire progressivement et avoir de plus en plus de budget. Et c'est comme ça, de toute manière, qu'il faut commencer n'importe quelle nouvelle stratégie, selon moi. Écoute, juste une dernière question pour toi, Max, parce que donc tu es basé à Montréal, tu es français, tu t'es expatrié au Canada il y a quelques années. J'aimerais t'interroger sur les différences de sensibilité un peu culturelle entre la France et l'Amérique du Nord, notamment quand on parle d'ABM et de marketing. Est-ce que tu as un peu de retour d'expérience? Est-ce que tu penses qu'il y a des tendances qui se développent en Amérique du Nord qui vont ensuite arriver en Europe et en France? Est-ce que culturellement, c'est plus facile ou plus difficile dans un pays ou dans une zone géographique par rapport à une autre? Je pense que... Alors, c'est une très bonne question. Ça fait 12 ans que je suis ici, donc c'est vrai que j'ai de moins en moins accès où je fais de moins en moins attention à ce qui se passe en France. Je le vois un peu avec mes amis sur LinkedIn, etc. Mais c'est sûr que ici, en règle générale, les données sont plus ouvertes. Mhm. On n'a pas l'Union européenne derrière. Alors oui, il y a des États où ça va être un peu plus compliqué, mais on a accès à beaucoup plus d'outils. Et c'est généralement pas du tout mal perçu ici d'utiliser ces outils pour arriver à des fins commerciales. Après, je pense que en règle générale, ce qui arrive en Europe au niveau régulation, ça vient ici après. Donc on le voit, on commence déjà à le voir ici. Donc on sait que cette réalité en ce moment, elle est pas pour toujours. Mais après, c'est ça. Il y a l'autre aspect pour moi qui va très bien avec l'ABM, c'est ce qu'on appelle la demand generation, génération de demande. Donc c'est Refine Labs, Chris Walker, etc. Donc si vous les connaissez pas, je vous conseille de les suivre sur LinkedIn parce que c'est vraiment l'idée que au bout bientôt, on n'aura plus beaucoup d'outils. On n'aura plus les cookies, on n'aura plus toutes ces choses-là. Donc, les tactiques, c'est bien, ça marche un certain temps, mais au bout d'un moment, c'est une stratégie. Mhm. Et c'est donc, encore une fois, c'est comment comprendre en profondeur la réalité de son entreprise
Et donc créer du contenu qui est pas vendeur, créer une marque individuelle. On le voit sur LinkedIn, par exemple, les pages de marque, ça fonctionne pas du tout. C'est que pour les individus. Mais donc, c'est-à-dire qu'il faut convaincre ta directrice des ventes, ton PDG, etc., à poster régulièrement sur LinkedIn. Et ça, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment engager tout le monde. Je pense que c'est ça, c'est la tendance en règle générale. C'est de moins en moins commercial, entre guillemets. L'objectif est toujours commercial, mais on essaie d'être moins, de moins pousser la chose qu'avant. Et quand tu discutes avec tes alter ego, marketing, peut-être dans d'autres secteurs d'activité, est-ce que tu dirais que la maturité marketing ABM est présente? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui se posent des questions sur c'est quoi l'ABM, explique-moi. Parce qu'en France, on a un peu l'impression que les gens connaissent, c'est là, mais c'est pas encore tout à fait vraiment totalement démocratisé, quoi. Alors j'aimerais bien. Alors c'est sûr que ma réalité fait que beaucoup de gens avec qui j'interagis connaissent l'ABM. Mais je sais très bien aussi que ça représente que c'est pas la réalité de nombreuses entreprises. Et même l'alignement entre vente et marketing, c'est toujours pas une réalité dans beaucoup d'entreprises. Il y a encore des équipes qui sont complètement séparées avec des objectifs complètement différents, où il y a encore les batailles de ah non mais tes prospects sont pas bons, etc. Alors que nous, la première chose, c'est que moi j'ai convaincu notre PDG que je voulais pas un objectif de prospect, c'était un objectif de pipeline généré avec un montant en dollars. Parce que je veux les mêmes objectifs que l'équipe de vente, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc je pense que c'est plus ça. Oui, je pense que l'ABM, il y a une grosse communauté qui connaît bien ça ici. Ça augmente naturellement, mais il y a aussi encore de gros problèmes fondamentaux avant même l'ABM pour moi que beaucoup d'entreprises doivent gérer, parce que encore une fois, avant même l'ABM, c'est une question d'alignement entre vente et marketing. Merci beaucoup Max de te joindre à nous pour cet épisode d'ABM Expérience. Je rappelle que tu es VP Marketing chez LocalLogic, entreprise canadienne basée à Montréal. Et merci de nous avoir parlé de l'ABM et de nous avoir présenté ton travail. Merci Julien. Merci, au revoir. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. L'importance de l'alignement entre les équipes marketing et commerciales ne saurait être sous-estimée. Une communication fluide et régulière est indispensable pour partager les informations cruciales et aligner les objectifs. Des rencontres régulières, des mises à jour partagées contribuent à renforcer cette synergie qui est essentielle pour cibler efficacement les comptes stratégiques. Numéro 2. Les outils sont aussi bons que l'usage que l'on en fait. Investir dans la bonne technologie et s'assurer de disposer des outils adéquats est crucial pour le succès de toute stratégie d'ABM. Un stack technologique bien conçu permet de suivre avec précision le parcours des prospects et personnaliser ainsi les interactions pour maximiser l'engagement et la conversion. Numéro 3. Il est vital de recueillir et de maintenir le soutien de la direction dans un projet d'ABM. L'account-based marketing est une stratégie qui requiert du temps pour démontrer son efficacité en termes de retour sur investissement. Et c'est la fin de notre 18e numéro consacré à la success story de LocalLogic en matière d'ABM. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM ? Abonnez-vous à notre newsletter ABM Experience sur abmexperience.fr. Merci de votre fidélité.